Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal et voici tout de suite les titres de ce mardi 14 juin 2022. À peine la saison terminée que la prochaine est déjà dans toutes les têtes, Aix-Maurienne Savoie Basket veut continuer sa bonne progression. Le club emblématique de Pro B de basket prépare déjà sa rentrée, reportage à suivre. Est-elle l'énergie du futur? La géothermie était à l'honneur il y a quelques jours à Aix-les-Bains. Des professionnels du secteur étaient réunis pour présenter les dernières technologies en la matière et Alex Gontier était sur place. Il évolue en Division 2 de basket en France. Le club d'Aix-Maurienne a clôturé sa saison il y a quelques semaines et il pense déjà à la suite. Et si certains joueurs s'en vont, le club savoyard conserve des basketteurs cadres. Il a aussi réussi à attirer de jeunes joueurs au fort potentiel. Malgré un budget limité, la MSB devrait donc poursuivre sa progression. Reportage de Lucas Ruche. Maintenu in extremis en Pro B l'année passée, Aix-Maurienne Savoie Basket s'est ressaisi cette saison en terminant à la 11e place du classement. Grâce à une bonne cohésion et une ossature réfléchie, l'équipe savoyarde n'est pas passée loin d'arracher une place en play-off. À l'aube d'une nouvelle saison, coach et dirigeants pensent évidemment déjà aux perspectives futures. Mais comme chaque année, Aix-Maurienne devra composer avec l'un des plus petits budgets du championnat, qui augmentera cependant de 10% par rapport à la saison dernière. L'équipe se battra donc une nouvelle fois avec ses forces et ses faiblesses. Effectivement, les équipes ont des moyens que d'autres n'ont pas, mais d'autres ont des valeurs que ceux qui ont plus de moyens n'ont pas. Donc voilà, l'ambition c'est de performer. Comme je dis toujours, le résultat c'est une conséquence. Donc bien travailler dans un bon état d'esprit, jouer le prochain match, le match qui arrive pour le gagner. Et voilà, je crois que c'est ça notre ambition. On ne s'interdit rien en termes de résultats. David Ramseyer et Corentin Carne, deux cadres de l'équipe, prolongent l'aventure avec AMSB pour une saison supplémentaire. Ils composeront l'équipe formée de 6 joueurs expérimentés et 4 jeunes joueurs à fort potentiel. Parmi eux figure Corentin Falco, récemment élu meilleur joueur du championnat Espoir. C'est un projet entre guillemets jeunesse et expérience. Donc ça va bien pour moi, pour d'autres, pas comme David que je connaissais, des joueurs plus expérimentés. Et je trouve que c'est bien, parce que les fans ils aiment bien les jeunes, les joueurs d'expérience. Enfin, ça va être attrayant pour tout le monde, je pense. Et Aix-Maurienne, il y a aussi le côté affectif. Moi je suis de Chambéry. Ça a joué un peu dans la discussion, on va dire, quoi. Pour sa 7e saison d'affilée en Pro B, Aix-Maurienne Savoie Basket pourra donc cette année légitimement espérer atteindre les tant convoités 9 premières places synonymes de play-off. Et place à notre invité du soir et nous partons en montagne avec la présidente par intérim de la FFCAM, la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Bonsoir Bénédicte Cazenave. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez pris cette casquette de présidente depuis le 1er mai, après la démission de Nicolas Reynaud, que nous avions reçu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps sur ce plateau. Alors, comment s'est passée déjà cette passation ? Alors, Nicolas a souhaité effectivement se prendre du recul et donc il a annoncé qu'il renonçait à ses fonctions de président. Il a annoncé ça lors de l'Assemblée générale que nous avons tenue au mois de mars et en laissant un délai pour qu'on puisse mettre en place justement cette transition. Donc la transition s'est faite par application de nos statuts, puisque c'était prévu. Et donc il y a eu une élection par le comité directeur, donc d'un président par intérim, pour aller jusqu'à la prochaine Assemblée générale, puisque le président est élu normalement par l'Assemblée générale. Donc notre prochaine Assemblée générale est en janvier et je suis là pour mener l'équipe jusqu'à cette date. Jusqu'en janvier 2023. Donc. Janvier 2023, oui. Vous êtes d'ailleurs la première femme à occuper ce poste de présidente de la FFCAM. Est-ce que c'est un tournant ? Est-ce que vous allez vous servir de ce petit laps de temps pour mettre un peu plus en avant peut-être la jante féminine dans ce milieu montagnard qui reste encore assez masculin ? Oui, encore que nous avons plus de 40% de femmes licenciées dans notre fédération. Donc c'est quand même un nombre important, et en particulier chez les jeunes, puisque chez les jeunes, c'est pratiquement une parité. Hein. Donc, si vous voulez, la période transitoire ne se prête pas à des révolutions.
Sachant que de toute façon, nous avons un projet qui a été voté pour la durée de l'Olympiade, donc qui continue à s'appliquer, que l'équipe qui a été élue pour porter ce projet est toujours là. Par conséquent, il n'y aura pas de révolution dans les orientations. Vous allez donc être plutôt dans la continuité avec vos prédécesseurs qui ont beaucoup œuvré pour l'accessibilité de la montagne, la mixité aussi des pratiques en montagne? Oui, bien sûr, puisque de toute façon, ce projet, j'ai participé à son élaboration, donc j'ai aucune raison aujourd'hui de modifier quoi que ce soit. Et ce n'est pas tellement une question de personne, puisque de toute façon, c'est un projet collectif qui a été élaboré collectivement et voté par l'Assemblée générale et qui, je crois, répond quand même à des demandes sociales ou sociétales importantes. Même si ça n'est pas une question de personne, comme vous venez de le dire, un petit mot sur vous. Tout de même, vous avez été magistrate. Vous êtes originaire de Marseille, si je ne me trompe pas. Du droit à la montagne, comment s'est passée cette transition? Alors, en fait, il ne s'agit pas vraiment d'une transition d'un univers à un autre. J'ai baigné dans un milieu qui aimait la montagne. Donc, j'ai fait de la montagne avant de faire du droit. Et je ne désespère pas de continuer à faire de la montagne, même aujourd'hui où j'ai cessé mes fonctions judiciaires. J'ai toujours été intéressée justement par l'idée de créer des passerelles entre l'univers de la justice et l'univers de la montagne, qui sont deux univers qui se font mutuellement très peur. Les professionnels de la montagne et les bénévoles qui encadrent sont assez terrorisés par la perspective d'être confrontés à la justice. Et de l'autre côté, les juristes connaissent mal ce milieu et ils sont, comme la plupart de nos compatriotes, partagés un peu entre une espèce de fascination pour le milieu et puis d'incompréhension par rapport à des pratiques qu'on peut considérer comme risquées. Alors justement, vous avoir, vous, à la tête de cette fédération, ça va peut-être être un atout aussi? Oui, enfin, j'y étais déjà, puisque j'étais secrétaire générale, donc ça ne changera pas fondamentalement. Et les missions que je remplissais vont demeurer. La FFCAM est propriétaire de la majorité des refuges en France. Vous êtes donc en charge de la gestion, de l'entretien, de la rénovation de ces refuges. Quelles vont être les grandes lignes directrices cette année, en tout cas en matière de politique pour ces refuges? Alors, nous avons un plan de rénovation qui a été élaboré déjà depuis plusieurs années, qu'on arrive à tenir. Donc, pour cette année, on a un certain nombre de chantiers qui sont d'ores et déjà lancés. Enfin, en Haute-Savoie, vous savez, il y a Gramusset, le Couvercle, un projet sur le Parmelan. Il y a d'autres projets en cours dans l'ensemble du territoire, puisque bien entendu, les Alpes, on a beau les aimer beaucoup, il y a d'autres territoires qui méritent tout autant notre intérêt. Donc nous avons des projets à différents stades d'avancement. On a prévu un investissement pour l'année prochaine d'environ 5,5 millions pour donner une idée un peu de l'enveloppe. Donc il y a pas mal de choses qui sont en cours. Bon, parfois ça peut être retardé ou au contraire, il peut y avoir l'alignement des planètes, comme aurait dit Nicolas Reynaud. Vous avez évoqué le refuge du Gramusset au pied de la Pointe Percée dans les Aravis. On a vu quelques images. Il a connu, d'ailleurs il y a aussi des images d'archives, il a connu une grande rénovation, une restructuration, on peut le dire même. Où en sont les travaux aujourd'hui? Alors les travaux concernent plusieurs tranches, puisqu'il y a eu un bâtiment nouveau qui est achevé et qui ouvre le 20 juin de mémoire. Donc qui pourra recevoir des usagers de façon tout à fait normale. Et on a une dernière phase de travaux qui concerne justement la rénovation du bâtiment historique, qui sera faite dans le courant de cette année et qui devrait ouvrir pour l'an prochain avec donc la pleine capacité du refuge. On a des images que je précise qui datent un tout petit peu, signées Emmanuel Jaude qui était allé voir justement ces travaux. En Isère, le refuge de la Pilate a fermé définitivement ses portes pour des raisons de sécurité. Il est situé au cœur du parc national des Écrins, un peu plus loin que nos départements, mais il était fermé depuis l'été 2021 en raison de la fonte accélérée
d'un glacier situé à proximité. On n'a pas encore eu ce cas de figure dans nos pays de Savoie, mais ça montre les problématiques qui vont très certainement se poser pour tout le monde. Quelle est votre position sur ces enjeux climatiques dans nos montagnes ? Nous, on est très, très, très concernés et très conscients, à la fois en tant que pratiquants de la montagne, puisque bien entendu les pratiques vont être amenées à évoluer, en particulier l'alpinisme. On sait que la saison se décale, enfin, ça a des incidences beaucoup sur les activités, et également avec notre casquette de propriétaire ou exploitant de refuge, puisque bien entendu le réchauffement peut avoir des incidences importantes sur la stabilité des bâtiments. C'est ce qu'on voit à la Pilate, dont on ne sait pas quel pourra être l'avenir. Enfin, il y a des expertises en cours qui nous permettront de savoir si on peut envisager de rouvrir la Pilate ou de construire un autre refuge à côté, parce que c'est quand même un cirque important pour l'alpinisme. Hein. Donc, c'est pas de gaieté de cœur qu'on ferme un refuge, vous vous en doutez. Hein. Votre prédécesseur Nicolas Reynaud nous avait dit sur ce plateau que la petite difficulté quand on avait ce poste de président ou présidente de la FFCAM, c'est qu'on se fait beaucoup interpeller en montagne par les accompagnateurs, les gardiens de refuge ou même les randonneurs. Est-ce que vous avez déjà ce souci ? Alors, beaucoup moins, bien sûr, que Nicolas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Nicolas est connu depuis très longtemps et qu'en plus, de par sa profession, il est très souvent en montagne. Et donc, non, moi, personnellement, je suis assez peu repérée pour l'instant. Donc, ce n'est pas un de mes soucis majeurs. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette année à la tête de cette fédération ? Beaucoup de sérénité et beaucoup de cohésion de tous les gens qui veulent que la montagne soit accessible au plus grand nombre, puisque c'est quand même notre raison d'être et ce pourquoi on avance. Merci beaucoup, en tout cas, Bénédicte Cazenave, d'être venue nous voir. Merci à vous. Et à bientôt. Nous poursuivons ce journal. Pour leur 5e édition, les journées de la géothermie ont posé leurs valises à Aix-les-Bains. Pendant 2 jours, les professionnels du secteur ont pu échanger et débattre au cours de nombreuses conférences et tables rondes. Encore méconnues du grand public, la géothermie et surtout son avenir était au cœur des discussions et Alex Gontier était sur place. Reportage. Et si la source d'énergie du futur se trouvait sous nos pieds ? En utilisant la chaleur naturelle de la Terre, la géothermie a du potentiel. Encore méconnue, elle est aujourd'hui peu utilisée en France. En effet, seulement 1% de la production de chaleur est faite grâce à de la géothermie, alors qu'elle pourrait atteindre 50%. Pour les spécialistes, il faudra compter sur elle à l'avenir. Je pense que la géothermie sera l'énergie renouvelable de la prochaine décennie. Donc elle a un tel potentiel de développement, et on peut la faire à peu près partout. Le système de captage sur sonde, c'est très coûteux, mais par contre, sa durée de vie, c'est au-delà de 100 ans. Donc du coup, ça serait peut-être utile quand même d'y réfléchir, à investir sur 20 ans pour avoir un système qui est rentabilisé déjà au bout de 10 ans ou 15 ans. Et ensuite, la suite, c'est quasiment de l'énergie gratuite. Selon des scénarios nous plongeant en 2050, les énergies renouvelables devraient représenter 70 à 80% de notre source d'énergie pour avoir une consommation propre et durable. Un défi de taille attend donc les professionnels de la géothermie pour participer à cet effort. En dehors de son coût élevé, d'autres problèmes ralentissent son développement en France. C'est dû d'abord au fait que c'est pas forcément bien connu. Donc il y a d'abord un enjeu vraiment de mieux communiquer sur cette énergie qui a un potentiel qui est largement inexploité et qui pourtant est plutôt bien accepté par les populations. Donc ça c'est un des premiers on va dire freins. Et il y a aussi sans doute un enjeu, je pense, en termes de formation. De recréer toute une filière et de mieux asseoir cette filière en France. À l'occasion de ces journées, de nombreuses entreprises en profitent pour présenter leurs innovations. Des nouveautés qui visent à utiliser au mieux la géothermie et développer son fonctionnement au quotidien. L'innovation Power Road, ça consiste à utiliser l'infrastructure existante routière, horizontale, et l'adosser à de la géothermie habituelle, verticale, de façon à trouver des solutions de chauffage, de production de froid également. On va faire disparaître le verglas, la neige n'apparaîtra pas, donc ça permet de sécuriser ces zones-là. On va également être capable de chauffer de plus grands ensembles, comme par exemple les piscines ou des gymnases, des installations sportives. De nouvelles technologies qui pourraient permettre à la géothermie de sortir de l'ombre. Des trophées viendront récompenser quelques-unes des 20 entreprises présentes pour mettre en avant leurs innovations.
Construits dans les années 60, les bâtiments des hôpitaux du Léman ont besoin de rénovation. Plusieurs projets sont en cours. Un nouveau bâtiment doit notamment voir le jour. Et pour financer tout cela, Auvergne-Rhône-Alpes va apporter son soutien. Laurence Fautra, vice-présidente de la région en charge de la santé, s'est rendue sur le site de Thonon-les-Bains la semaine dernière. Marine Schneider et Alex Gontier lui ont tendu leur micro. On l'écoute. On voit bien la nécessité de conserver ces hôpitaux pour répondre à un service avec une population de plus en plus vieillissante, avec un besoin de réponse au niveau des urgences. Voilà, et il y a tout à réorganiser. Nous avons plusieurs projets fléchés, effectivement un plutôt en lien avec la modernisation et la réhabilitation des urgences. On voit bien que l'hôpital en général est en souffrance et que déjà au niveau de son fonctionnement propre, mais aussi au niveau de ses bâtis. Et donc le plan Ségur de l'État a réinjecté effectivement des finances fléchées au niveau de ses investissements. Néanmoins, nous, on est un supplément d'aide qu'on apporte au plus près des territoires pour justement faire en sorte que notre système de santé soit le plus efficient possible, en tout cas corresponde à la demande actuelle. Et puisqu'on parle santé, attention à vous, les fortes chaleurs s'installent. Vous le savez, un épisode de canicule est attendu sur tout le pays. Les préfectures de nos pays de Savoie rappellent les bons gestes à adopter, comme par exemple éviter de sortir aux heures les plus chaudes ou encore rendre visite à vos proches les plus vulnérables. Nos départements, et c'est bien sûr lié, sont aussi en alerte sécheresse. Nous en reparlerons dans notre édition de ce mercredi. Et je vous propose de nous rafraîchir un peu pour terminer ce journal avec des images de Super Frenchy, le pro de la voltige, spécialiste du ski base jump, a encore réalisé une performance incroyable en s'élançant, vous allez le voir, du dôme du Goûter à 4304 mètres d'altitude. Merci à Stéphane Laude pour ces images et merci à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Vous connaissez la suite de nos programmes, la météo et le deuxième épisode de votre panorama sur les boissons locales. Rendez-vous à 19h et 19h30 pour les débats de l'entre-deux tour des élections législatives. Vous retrouvez ce soir les candidats de la 2e circonscription de Savoie et de la 6e de Haute-Savoie. Les débats se poursuivent sur nos réseaux sociaux et notre antenne tout au long de la semaine. Bonne soirée et à demain.